Bonsoir mesdames et messieurs et merci de nous retrouver chez vous pour cette nouvelle édition consacrée uniquement à l'actualité africaine. Le président sud-africain Jacob Zuma a effectué une visite d'État de 48 heures au Sénégal. Il s'agit de développer la coopération sud-sud et d'en faire un modèle de croissance économique. Le président sud-africain a été accueilli à cet effet par le chef de l'État sénégalais et son épouse, la première dame. C'est aux environs de 7h30 dans la matinée de ce mardi 1er octobre que l'avion de commandement du président sud-africain s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. À l'accueil, le chef de l'État, Macky Sall, et la première dame. Une arrivée dans la sobriété, mais aussi et surtout dans la plus grande solennité. Honneur à la nation arc-en-ciel, à son président Jacob Zuma. L'Afrique du Sud a pris la décision historique de faire du Sénégal un de ses partenaires économiques. Ce sont des moments vécus intensément. Les débuts d'une visite d'État qui montre une proximité entre deux chefs d'État qui veulent faire de la coopération sud-sud un modèle de développement. Après ce tête-à-tête au salon d'honneur de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, le chef de l'État et la première dame ont raccompagné leur hôte avant de se donner rendez-vous dans l'après-midi au palais présidentiel pour une série de séances de travail. Et maintenant, allons à la découverte du marché Castor dans la ville de Dakar. C'est toujours au Sénégal, un endroit grouillé de monde dont l'histoire fait référence à un animal bâtisseur. À l'image de l'homme, le marché Castor, c'est aussi l'envahissement des habitations par des commerçants et les affrontements ne manquent pas à cet endroit. Un vendredi pluvieux à Castor, au cœur de ses habitations, se niche un marché éponyme. Marché Castor, du nom de ce rangeur inventif reconnu pour ses qualités de bâtisseur, a véritablement inspiré les premiers occupants de ce quartier. Le Castor, ça vient sur un nom d'un animal qui s'entraide. Chacun ils construisent leur maison. Alors, c'est ce nom-là qu'on a pris. Le marché Castor, c'est le nom du quartier. Le quartier s'appelle Castor, exactement. Et donc, quand on a créé le marché, on l'a appelé marché Castor. 40 ans après sa création en 1973, le marché de Castor a pris des ailes, beaucoup même. La constance dans cette évolution reste la provenance de ses commerçants. C'est un des grands marchés qui est très étendu et qui, disons, enregistre où arrivent beaucoup de gens par jour. C'est des gens qui viennent de la banlieue en général. Ils viennent acheter en général des légumes pour revendre dans les autres quartiers. Construit sur un périmètre restreint pour répondre à un besoin de consommation locale, l'endroit est aujourd'hui envahi de toutes parts. Le moindre espace est systématiquement occupé. Les populations sont excédées par ce qui se passe au niveau du marché Castor. Dans le débordement, c'est effarant. Il faut nécessairement quand même qu'on remette de l'ordre aux alentours du marché Castor. Le marché en soi ne gêne pas, parce que le marché a un périmètre dessiné, clair, net, délimité. Le périmètre de zone, tout le monde le connaît. C'est l'excroissance, en fait, le débordement anarchique qui évidemment fait que on bouche les voies de circulation. La chaussée, donc disons, dont la destination évidemment c'est la circulation automobile, est carrément fermée à certains endroits. Maintenant, c'est devenu n'importe quoi. Parce que ça gêne les gens qui sont devant leur maison. Ils n'arrivent pas, même pas de rentrer. Quand on a une cérémonie, on peut tout voir les dégâts.
Le débordement du marché sur les habitations est réel. Ici, même les voies d'accès sont obstruées et les commerçants en sont conscients. Au début, on avait de l'espace. La circulation dans le marché et ses abords étaient vraiment fluides. Maintenant, c'est le contraire. Le marché est complètement obstrué, les commerçants sont implantés partout et cela joue même sur la rentabilité de nos produits. De 1977, année de mon installation ici, à ce jour, j'avoue que ce lieu a beaucoup évolué en termes de nombre de commerçants. Chaque jour, les menaces d'affrontement planent entre riverains et vendeurs. En l'absence de réserve foncière pour un éventuel recasement, la situation est pour le moment gérée au jour le jour par les différents acteurs concernés. Mais c'est un problème. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une plainte d'un monsieur. Heureusement que lui, je l'ai fait transmettre à la police. Il faudrait que force reste à la loi. D'abord, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. En cas d'incendie et tout, il faut avouer que les gens ils ont des difficultés pour accéder au marché. Ça, c'est un. D'autre part, il y a des problèmes de santé publique, des problèmes de désagréments. Et puis quand même, quoi qu'on dise, la voie publique, la chaussée, la rue, c'est pas pour le commerce. Pour ces nombreux clients, malgré les débordements et l'accès difficile, le marché de Castor constitue un point d'approvisionnement idéal. J'habite à Yoff et c'est ici que je viens acheter des légumes, contrairement aux autres marchés. Celui-ci dispose souvent de légumes frais. C'est un bon endroit pour s'approvisionner. Mais il faut reconnaître que les prix sont tout de même élevés ici. Par exemple, aujourd'hui, le kilo de viande a atteint les 3000 francs. Devenu marché de ville en 1998 dans le cadre de la gestion des espaces marchands de Dakar, le marché de Castor vit au rythme des grands rendez-vous commerciaux de la capitale. Des légumes frais, on en trouve à guise, mais à quel prix pour les populations? Les différents affrontements enregistrés ici ont alerté les autorités politiques. Elles comptent résoudre définitivement ce problème dans les plus brefs délais. 200 tonnes de poissons pour les marchés de Conakry et de l'intérieur du pays. On parle évidemment de la Guinée-Conakry. C'est un geste du ministère de la Pêche à travers la société Joliba Pêche qui s'inscrit dans le programme d'approvisionnement régulier des marchés. Le poisson fait partie des denrées qui sont en phase de distribution pour les marchés de la capitale et de l'intérieur du pays. C'est un geste du ministère de la Pêche avec la collaboration de la société Joliba Pêche. Nous avons mis cette quantité de poissons sur le marché guinéen suite à une dizaine de débarquements de quantité de poissons. Et donc c'est dans le cadre d'un processus bien défini. La politique du gouvernement et les populations sont disponibles et ne demandent que le poisson en s'acquittant du paiement des prix à la vente. Donc a priori nous n'avons aucun souci quant à la poursuite de cette opération. Déjà 10 000 cartons de poissons de variétés diverses sont remorqués pour desservir les marchés du pays, ce qui fait la fierté des mareyeuses. Et en même temps, les Guinéens sont aussi dans l'attente des résultats du scrutin législatif du 28 septembre dernier. L'organisation de la société civile du Parlement africain se prononce sur la fiabilité des élections et appelle les acteurs politiques au respect du verdict des urnes. Avoir apprécié le sens civique des Guinéens lors du scrutin, la mission souligne des dysfonctionnements dans l'organisation technique. Retard constaté dans l'ouverture de certains bureaux de vote. Difficile assimilation des procédures de vote par certains électeurs. L'accréditation de nouveaux bureaux de vote n'a pas été accompagnée d'un déploiement adéquat du matériel électoral, ce qui s'est traduit par l'insuffisance du matériel électoral par endroit. Manque de communication constaté au niveau de la CENI sur le type d'encre indélébile utilisé par conséquent. Il y a eu de confusion dans plusieurs bureaux de vote. Malgré les imperfections constatées par le Parlement africain, il estime que les législatives du 28 septembre répondent aux critères démocratiques. La mission note que le dysfonctionnement relève lors des élections législatives sont mineurs
et ne sont pas de nature à compromettre sa crédibilité. Elle conclut donc que les élections législatives du 28 septembre 2013 en République de Guinée se sont déroulées en toute liberté, qu'elles sont transparentes, démocratiques et répondent aux normes internationales. Cependant, la mission invite les acteurs politiques à respecter le verdict des urnes et en cas de contestation, à ne recourir qu'aux voies légales, comme prévoit la loi électorale en Guinée. Ils sont des dizaines d'enfants des familles économiquement faibles du premier arrondissement de la ville de Libreville. Nous sommes au Gabon. Ils ont donc bénéficié des kits scolaires, un don offert par la Croix-Rouge gabonaise et appuyé par la présidente d'honneur de cette organisation, Madame Sylvia Mbongo Ondimba. C'est au total près de 300 kits scolaires que les volontaires de la Croix-Rouge gabonaise ont distribué aux enfants scolarisés des familles économiquement faibles du premier arrondissement de Libreville, à savoir ceux d'Ali Bandeng, derrière la prison de Kalika qui se située dans la zone de l'école normale supérieure. Des kits scolaires comprenant sacs, cahiers, ardoises, crayons, pour ne citer que cela. Un geste plutôt bien accueilli par les bénéficiaires en ce début de rentrée des classes. Je suis contente d'avoir reçu mes cahiers, bics, crayons, Sylvia Bongo Ondimba, la première dame du Gabon. Je vous remercie. Je suis vraiment satisfaite par rapport au nombre d'enfants que j'ai. Comme vous l'avez si bien dit, que c'est une période assez vraiment difficile pour les parents. Donc vraiment, nous sommes contents. Ce projet qui va s'étendre sur l'ensemble du territoire national vise à favoriser l'égalité des chances de réussite des enfants scolarisés du primaire par l'accompagnement des familles vulnérables. Nous avons un programme d'aide alimentaire, mais également un programme d'éducation qui nous permet de soutenir ces enfants qui n'ont pas la chance de pouvoir s'offrir des fournitures scolaires. Et je voudrais ajouter que ces actions que nous menons se font grâce au soutien de notre présidente d'honneur, Madame Sylvia Bongo Ondimba, qui sans cesse nous motive à pouvoir développer des stratégies de proximité pour pouvoir répondre aux besoins des plus vulnérables. Il faut dire que la vision de la Croix-Rouge gabonaise est d'offrir ces kits scolaires à près de 5000 enfants des quartiers sous-intégrés repartis à travers les 9 provinces du Gabon. Direction le Burkina Faso, précisément à Ouagadougou. Les pluies de lundi dernier ont causé des inondations dans la capitale. 4 services de l'un des plus grands hôpitaux de Ouagadougou ont été envahis par les eaux de la pluie. Hôpital Algado Ouedraogo de Ouagadougou. Ce lundi 30 septembre en fin d'après-midi, c'est un hôpital qui se remet peu à peu après le retrait des eaux de pluie qui avaient envahi une partie de son dispositif. C'est essentiellement les services de première ligne, notamment les urgences médicales qui ont été les plus envahies par l'eau, avec la médecine nucléaire, le laboratoire de biologie et bactériaux, et puis tous les services qui sont en tout cas aux alentours des urgences. On m'a signalé un microscope qui s'est brisé, enfin qui est tombé au niveau du laboratoire de biologie et bactériaux. À notre arrivée, il n'y avait plus d'eau, certes, mais il aurait fallu la promptitude des services de nettoyage, même du personnel soignant et des accompagnants pour vider les eaux des salles de soins, comme c'est le cas ici au service des urgences, au laboratoire de bactériologie ou encore à la salle de grande réanimation où cette machine aurait été complètement noyée. Malheureusement, on se retrouve dans la même situation que les années précédentes. Bon, nous espérons qu'on va attendre après-demain pour mettre les appareils en marche. Nous espérons qu'il n'y aura pas beaucoup de dégâts. Ça, là, c'est le problème. On a vécu ça mal en tout cas. En tout cas, les malades là sont accouchés, couchés dans le lot là. C'est pas bon. Ah, on a eu chaud. On a eu peur. Parce qu'on a pensé le 1er septembre. Ah, l'eau c'était beaucoup. Comme la pluie est venue, nous on était là, les premières portes ont commencé à rentrer.
nous n'avons pas fermé les deuxièmes portes. Quand l'eau est venue, nous avons ouvert les deuxièmes portes et puis on a pu prendre la tête pour bouger de l'eau un peu pour sortir. Cela fait quand même plusieurs fois que le plus grand hôpital public de référence du Burkina connaît des cas d'inondation après celui du 1er septembre 2009. Et la question qui titille les lèvres, ne faudra-t-il pas songer à revoir le dispositif physique de l'hôpital? Ce problème dépasse le cadre du DG que je suis. Il y a un vrai problème, effectivement, à Yalgado, c'est que nous subissons les conséquences des eaux qui devraient normalement passer le long de la voie. Il se trouve que tous les caniveaux le long de cette voie sont bouchés. Et ça dévie malheureusement toute l'eau à l'intérieur de l'hôpital. Ce qui est certain, le ministre de la Santé était sur le lieu, nous a-t-on confié, mais malheureusement vous ne verrez pas ces images, car nous sommes arrivés après le passage du ministre. La raison principale, rallier l'hôpital Yalgado, c'était la croix et la bannière. Chidar par là, embouteillage tout le long des différentes artères qui mènent à Yalgado, c'était un calvaire. Comment faire de l'alphabétisation un moteur du développement dans un contexte de mondialisation? C'était là, entre autres, l'une des questions au centre d'une conférence. C'était Tomali, conférence qui rentre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation. Alphabétisation, décentralisation et paix pour un développement durable, voilà le thème qui a été largement débattu ce dimanche à Bougouni. C'était à la faveur de la commémoration de la Journée internationale de l'alphabétisation. Le niveau des débats qui tournent souvent vers la passion prouve à suffisance que les populations du Bani Mounoutia ont de l'engouement pour l'alphabétisation. 6866 auditeurs et 300 animateurs ont été formés pour la seule campagne 2012-2013. Ce sont 30 agents de suivi qui ont sillonné près de 250 villages, toucher du doigt les difficultés auxquelles les animateurs et les animatrices sont confrontés. C'est ainsi alors que 5 ONG, dans notre circonscription, Cercle de Bougouni, Cercle de Kolondiaba, Cercle de Yanfola, ont été commises pour réaliser le programme vigoureux d'alphabétisation. Les questions de compréhension ont touché plusieurs aspects de l'éducation non formelle, parmi lesquels le devenir du sous-secteur alphabétisation fonctionnelle, les centres d'éducation pour le développement CED et le rôle de l'État dans la promotion des langues nationales. Par souci de faire de l'alphabétisation un instrument de développement, des recommandations ont sanctionné les travaux. La mise à disposition d'une base de données statistiques pour le non formel. La formation continue des animateurs et des agents chargés de suivi des centres d'alphabétisation. La dotation des centres en documents adéquats et en qualité suffisante. On reste au Mali. Là-bas, les élèves ont repris le chemin de l'école. C'était mardi dernier. À cet effet, le gouverneur du district de Bamako a fait le tour de certains établissements scolaires. Les premières leçons dispensées ont porté sur la paix et la réconciliation. Après 3 mois de vacances, les élèves renouent avec leurs anciennes habitudes, le contact avec les tables bancs et le tableau noir. Mais pour ce premier jour, l'affluence était timide dans certains établissements. C'est le cas au lycée Mouaroussa de Lafiabougou. À 8h30, sur les 15 classes de terminale, seulement 2 avaient commencé les cours. Les premières leçons portent sur la paix et la réconciliation. Tout un symbole. Je pense que nous avons le droit et le devoir d'éduquer les enfants à la paix. Si les premières leçons portent sur la paix, on ne peut que s'en réjouir. Hein? Quelqu'un l'a dit, ceux que nous formons aujourd'hui, ce seront les acteurs de demain. Donc il faudrait qu'ils soient imbibés de ces principes fondamentaux qui animent, qui sous-tendent en tout cas tout Malien. Pour les autres, la récréation continue encore. Les élèves que vous voyez dans la cour, généralement, c'est les retardataires, qui viennent généralement le dernier jour pour prendre les fournitures. Sinon, les tout premiers sont arrivés. Nous avons commencé à donner les fournitures les 24, les 25, les 26 et les 27 pour les classes de 11e. Et à partir du 27, c'était les classes de 10e nouveaux. Et cette année, nous avons reçu à peu près 400 dans les classes de 10e qui sont en train de faire l'inscription. Pour la rentrée scolaire 2013-2014, 1300 élèves sont inscrits dans ce lycée. Par contre, au groupe scolaire Aminata Diop, en commune 4, une partie des classes ont ouvert et les élèves suivent les cours normalement. L'autre partie reste fermée. La raison est simple puisque ces classes étaient occupées par des sinistrés. Ce qui est certain, c'est que le premier jour, il est difficile d'avoir tous les enfants
effectivement en salle. Mais déjà leur présence dans la cour signifie qu'ils sont là et que, surtout au centre Amina Diop, je viens de le dire, c'était un lieu d'hébergement des sinistrés. Des gens qui avaient été donc délogés par suite aux inondations que vous avez connues. Mais les salles ont été libérées. Il fallait un minimum de temps pour pouvoir les nettoyer, désinfecter et afin de livrer les classes aux enfants. Satisfaction aussi du côté du groupe scolaire de Kalabankoura. La reprise est totale. En tout cas, pour cette première journée, parents d'élèves, autorités scolaires et municipales sont optimistes quant à une bonne rentrée scolaire 2013-2014. À l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées célébrée chaque 1er octobre, le gouvernement du Tchad, à travers son ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale, mais également de la famille, a remis un don à l'ONG SOS Personnes âgées. Pour célébrer avec les personnes âgées leur journée, le ministère de l'Action sociale et de la famille a jugé nécessaire de soutenir l'ONG SOS Personnes âgées en lui remettant des dons. Ces dons sont composés de 500 moustiquaires, 300 couvertures, 200 nattes, 30 sacs de sucre, 50 sacs de riz, 50 cartons de savon et un chèque de 1 500 000 francs CFA. Remettant officiellement ces cadeaux, l'inspecteur général représentant la ministre de l'Action sociale et de la famille a déclaré que l'amélioration de vie des personnes âgées est l'une des préoccupations du gouvernement tchadien. Cette aide marque la volonté et l'engagement du gouvernement de soulager un temps peu soit-il les difficultés de cette catégorie de personnes âgées. Je voudrais interpeller l'association SOS Personnes âgées sur la nécessité d'assurer une distribution équitable. Le coordonnateur de l'ONG SOS Personnes âgées, Ngomita Bongar, s'est dit très ému et satisfait du geste qui vient d'être fait. Il a rassuré le ministère que ces dons seront remis à qui de droit. Le ministre des Postes et Télécommunications du Cameroun, en la personne de Jean-Pierre Biiti, a présidé ce jour à Yaoundé, la capitale politique du pays, la cérémonie de lancement de l'initiative postale d'amélioration des transferts d'argent des migrants en Afrique, un projet mis sur pied par l'organisation non gouvernementale Planète Finance et soutenu sur le plan financier par l'Union européenne. Enjeux et perspectives pour le Cameroun et pour l'Afrique en général. Les citoyens de la diaspora ne seront plus obligés d'expédier de l'argent à leur famille par des voies clandestines et pas fiables ou via des réseaux légaux et très coûteux. L'initiative postale d'amélioration des transferts d'argent des migrants en Afrique se présente désormais comme une solution. Une offre qui s'en va s'étendre de 2013 à 2016, c'est-à-dire sur 3 années, et dont l'impact positif envisagé porte déjà la signature de l'organisation non gouvernementale Planète Finance. Le rôle de Planète Finance dans ce projet, il y a des activités qui sont prévues, surtout l'éducation financière, pour former les migrants et leurs familles sur l'éducation financière. C'est-à-dire comment épargner, comment mettre en place une activité génératrice de revenus. L'autre chose aussi, c'est appuyer les postes dans la mise en place des services financiers. Services financiers, donc il y a un produit d'épargne qui est prévu. Il y a aussi un produit d'assurance aussi qui est prévu dans ce cadre. Le choix des promoteurs de cette initiative, celui du réseau postal au lieu des banques, est cependant loin d'être hasardeux. La Poste contribue de manière considérable à l'inclusion financière sur le plan international. Tout d'abord, on dénombre 660 000 bureaux de poste à travers le monde. Il s'agit donc du plus grand réseau de distribution physique intégré au monde. Ensuite, les opérateurs postaux fournissent des services financiers à 1,5 milliard de personnes à travers le monde, ce qui en fait le deuxième plus important contributeur à l'inclusion financière. Enfin, en Afrique subsaharienne, le taux d'exclusion bancaire est en moyenne de 76%. Il atteint cependant dans certains pays plus de 95%. Mais on compte sur le continent beaucoup plus de bureaux de poste, 13 000, que d'agences bancaires, seulement 9 000.
Le transfert d'argent via la poste s'en va donc connaître de nombreux avantages à travers la mise en œuvre de cette initiative. Ce qui est vraiment innovant et important, c'est que ici, on ne crée pas un système de transfert d'argent. Il y a un système de transfert d'argent qui existe déjà, qui permet aux postes de transférer de l'argent au niveau international, même il faut dire au niveau intérieur, par le même système. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il y a une technologie qui va être employée, et surtout les TP vont permettre qu'un bureau de poste où il n'y a pas d'électricité en continu, où il n'y a pas de connexion Internet, qu'on puisse, avec le réseau GSM, pouvoir faire du transfert d'argent. C'est ça l'aspect important. Donc, dans un village, au monde rural où il y a des problèmes d'Internet, les gens pourront envoyer de l'argent à travers le TPE sans qu'on ait besoin de l'électricité en continu, sans qu'on ait la connexion Internet. L'initiative d'amélioration des transferts d'argent des migrants en Afrique est un projet financé à hauteur d'environ 1,5 milliard de francs CFA par l'Union européenne. 4 pays africains en sont principalement concernés, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Ce projet sera amplifié lors de la tenue du dialogue de haut niveau sur les migrations et le développement prévu du 3 au 4 octobre 2013 à New York, aux États-Unis d'Amérique. Et puis, célébration de la fête nationale. La République populaire de Chine a eu 64 ans ce 1er octobre 2013. La cérémonie commémorative a eu lieu à Yaoundé au Hilton Hotel. L'ambassadeur de Chine au Cameroun a levé un toast avec les représentants de la chancellerie au Cameroun et les membres du gouvernement camerounais. Le quota de personnalités sur la place yaoundéenne était représenté hier au Hilton Hotel. L'ambassadeur de Chine au Cameroun a convié ses invités à lever leur verre pour faire un toast à l'occasion de la commémoration du 64e anniversaire de la fête nationale de la République populaire de Chine le 1er octobre 2013. Cette solennelle circonstance a regroupé les diplomates représentant les autres chancelleries à Yaoundé, les membres de la société civile camerounaise, la communauté chinoise vivant au Cameroun et les membres du gouvernement camerounais venus nombreux pour célébrer avec la Chine les 64 ans de gloire du pays du soleil levant. J'ai le grand plaisir de vous accueillir ce soir à l'hôtel Hilton pour célébrer le 64e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Je tiens à vous souhaiter, au nom de tous mes collaborateurs, une chaleureuse bienvenue parmi nous, qui, il y a 64 ans, a inauguré une nouvelle ère dans l'histoire de la nation chinoise. Au terme des efforts soutenus, la Chine a accompli des progrès remarquables reconnus par le monde entier. La Chine a maintenu une croissance économique régulière. En 2012, le PIB de la Chine a enregistré une croissance de 7,8% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 8 226 milliards de dollars américains. Le bilan des actions et réalisations de la République populaire de Chine en Afrique est élogieux à plus d'un titre. Seuls pour l'année 2012, 8 926 milliards de dollars américains ont été mobilisés. Spécialement au Cameroun, plusieurs projets ont été réalisés dans les domaines de la santé, l'agriculture, l'assainissement, le transport, l'éducation et les infrastructures. La Chine et le Cameroun sont loin des yeux, mais proches du cœur. Durant l'année écoulée, nos deux parties ont travaillé au maintien des échanges de haut niveau, à la diversification des domaines de la coopération et au renforcement des contacts humains et culturels. En 2012, le volume de nos échanges commerciaux s'est élevé à 1,96 milliard de dollars, soit une augmentation de 27,2%
La Chine, c'est aussi 13 000 km de rails, de trains, le TGV le plus long du monde, 7 062 mètres d'exploitation du fond marin et son exploitation spatiale exceptionnelle. La célébration du centenaire de la Chine, prévue en 2049, sera l'occasion pour le premier exportateur de produits à l'étranger, premier importateur de l'Afrique et troisième investisseur mondial de vanter les réalisations d'un État socialiste moderne et hautement civilisé. Et c'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'Info Afrique. Nous vous remercions de votre aimable attention. Passez un agréable moment en compagnie de nos programmes sur Afrique Média.